Souvent, les gens confondent les extinctions avec les déclins, les espèces qui sont en déclin. Les extinctions, pour le moment, il y en a eu relativement peu. Si on se compare aux grandes crises du passé géologique de la Terre, les espèces qui sont complètement éteintes, c'est-à-dire dont il n'y a plus aucun seul individu survivant sur Terre, il y en a relativement peu. Donc si on voulait se voiler un petit peu la face, on peut dire, mais après tout, on est très très loin d'une crise majeure du passé. Mais quand on regarde les déclins d'abondance, c'est-à-dire les espèces pour lesquelles il y a de moins en moins d'individus présents sur Terre, ça concerne pas mal d'espèces. Et des espèces assez ordinaires aussi. C'est ça qui est peut-être le plus inquiétant. Même les lapins, en France, il y a moins de lapins. C'est quand même assez incroyable. Donc, on est en train de toucher à des choses. Et ce qui m'inquiète peut-être le plus dans ce processus, c'est que c'est justement le même mécanisme, le même processus qui a prévalu lors des grandes crises du passé géologique de la Terre. C'est comme ça que ça s'est produit. Il faut bien avoir conscience que les grandes crises du passé géologique de la Terre, ça n'a pas été des extinctions brutales, ça n'a pas été des hécatombes. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. On va prendre un exemple par l'absurde. Si c'était vraiment la météorite qui avait été la seule cause de l'extinction des dinosaures, il y aurait forcément eu des dinosaures fossilisés dans tous les coins. Et le banc sédimentaire qui sépare l'ère secondaire de l'ère tertiaire aurait été plein de fossiles, puisqu'ils auraient tous été tués en même temps. Or, ce banc sédimentaire qui sépare le secondaire du tertiaire, il est vide. Il y avait déjà plus personne sur Terre. La météorite est bien tombée, hein, mais c'est pas elle qui a causé l'extinction des dinosaures. L'extinction des dinosaures, ça faisait 5 millions d'années qu'elle était amorcée. Elle était due à des changements climatiques majeurs, notamment induits par du volcanisme. Et c'est ça qui a fait que, quand elle est tombée, ça a été un petit peu le coup de grâce final. Ce qui est différent par rapport aux crises du passé, c'est que c'est la première fois qu'une crise est vraiment due à une espèce. Il ne faut pas se voiler la face là non plus, c'est Homo sapiens qui est vraiment le facteur de crise. C'est ça le sujet. Et sinon, on n'en parlerait pas et on laisserait les choses se faire et on dirait, ah là là, c'est la faute à pas de chance, mais c'est comme ça. Donc c'est vraiment nous qui sommes le facteur de crise, ça c'est une nouveauté dans le jeu. Et puis la deuxième chose très importante, c'est que ça va beaucoup, beaucoup plus vite que les crises anciennes. Et ça, c'est vraiment très inquiétant parce que ça va 100 à 1000 fois plus vite. Des paléontologues qui ont regardé quel était le taux d'extinction quand on passait d'une période de temps à une autre période de temps. Alors, le bruit de fond moyen, c'est 20%. Les pics des grandes crises, c'est 80%. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on peut extrapoler ce qui se passe aujourd'hui d'après les observations qu'on a en gros depuis 200 ans sur les extinctions d'espèces, pour les mammifères, on est à peu près à 8000%. 8000%. Ça veut dire qu'on éradique tous les mammifères bien plus vite qu'en un million d'années. C'est ça que ça veut dire. Alors quand je dis des choses comme ça, c'est un petit peu une escroquerie intellectuelle que je suis en train de faire. Parce que je suis en train de comparer une vitesse moyenne sur un million d'années à une vitesse instantanée sur 200 ans. Donc, vous pourriez me rétorquer, dire, d'accord, mais bon, nous, on est sur un pic de vitesse, on a accéléré un coup, mais après, ça va peut-être ralentir. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais néanmoins, si on compare 80% à 8000%, il y a un facteur 100 entre les deux. Donc, même si je me suis trompé de facteur 10, même si je me suis trompé d'un facteur 100, ce qui serait gigantesque, on est quand même au niveau des grandes crises géologiques du passé. Et ça doit nous inquiéter. Parce qu'en termes d'ampleur, on est loin de la crise. En quelque sorte, nous sommes encore loin du mur. Mais en termes de vitesse, on se précipite sur le mur à très grande vitesse. Donc ça doit vraiment nous alerter. On a dans les sols gelés de Sibérie des molécules qui s'appellent des clathrates, qui sont des cages. Il faut imaginer une molécule en forme de cage. Et dans la cage, il y a une autre molécule qui est une molécule de méthane. Ces cages, elles sont stables à certaines conditions de pression et de température. Donc elles restent fermées si la température est assez basse et si la pression est assez élevée. Si on réchauffe trop, les cages s'ouvrent. Et donc la molécule de méthane va partir dans l'atmosphère. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre très puissant. Donc plus on va ouvrir de cages, plus on va libérer de méthane dans l'atmosphère, plus il va faire chaud, et plus d'autres cages vont s'ouvrir. On est face à un phénomène d'emballement. Donc si on amorçait ce processus d'emballement, à ce moment-là, on pourrait avoir un réchauffement très rapide en quelques décennies qui impacte l'ensemble de la planète, et on ne pourrait pas le contrôler. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on en voit les prémices. C'est-à-dire qu'on a vu, les étés derniers, dans les sols de Sibérie, des grands cratères s'ouvrir. Ces grands cratères qui s'ouvrent, c'est parce que le permafrost est en train de fondre, qu'il est en train de dégeler, et que donc les clathrates vont s'ouvrir et vont libérer du méthane dans l'atmosphère. Et on ne va pas mettre la Sibérie sous cloche pour récupérer le méthane et puis pour se chauffer pendant l'hiver.
Si je prends l'exemple de l'océan, pour prendre un milieu complètement différent, dans l'océan, on a le plancton, on a du plancton végétal, on a du plancton animal, on a toute une chaîne qui est assez compliquée, et ce plancton végétal, maintenant, c'est rentré, c'est passé dans les médias notamment, on sait que ça nous livre 50% de l'oxygène qu'on respire. Donc on voit très bien que l'acidification des océans qui est liée au réchauffement climatique et au fait qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, ça peut mettre en péril simplement le développement de ce plancton, et que derrière ça, c'est l'oxygène qu'on respire. Donc ça, ce sont des signaux, moi, qui m'inquiètent quand même un petit peu. Si le changement climatique va plus vite, il y aura des phénomènes de disjonction d'air. Imaginez un chêne, il est là, la niche écologique, elle va se trouver ici, mais lui, il n'est pas capable d'aller plus loin que là. Parce que le gland, l'écureuil qui va transporter le gland, il ne va pas aller plus loin que là. Et puis le chêne, il met longtemps à pousser, il met longtemps à fabriquer des glands. Donc si le changement climatique va trop vite, on peut avoir des disjonctions d'air, et dans ces cas-là, l'espèce, elle est coincée. Pour des questions de vitesse, là. On s'est rendu compte que les papillons suivaient le réchauffement climatique beaucoup plus vite que les oiseaux. Alors ça, c'est un petit peu contre-intuitif, parce que quand on voit un oiseau voler puis un papillon voler, on se dit, il y en a un qui va plus vite que l'autre. Mais c'est simplement le fait, parce que d'une génération à l'autre, les papillons se sont déplacés, alors que les oiseaux ont tourné en rond d'une génération à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes faisaient leur nid là où les parents faisaient les nids. Donc ils ont peu migré vers le nord, même s'ils avaient la capacité physique à aller plus vite. Il faut avoir conscience aussi qu'on est au bout du bout, il y a une nasse, il y a un piège. C'est-à-dire que les animaux polaires, eux, ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils butent. Et ils ont la double peine, parce que non seulement ils ne peuvent pas aller plus loin, si ça se réchauffe chez eux, mais en plus, il y a les autres qui arrivent. Ce phénomène de nasse, on le retrouve en altitude aussi. C'est-à-dire qu'en montagne, il y a un certain nombre d'animaux qui vont monter en altitude pour finalement continuer d'avoir leur niche écologique au bon endroit. Mais une montagne, globalement, quelle forme ça a? Ça a une forme un peu conique. Donc plus on monte, moins on a de place. Déjà. C'est pareil sur la Terre, d'ailleurs. Hein. Plus on monte, moins on a de place. Et puis d'autre part, il y a les autres qui arrivent. Et puis quand on est au bout, on est au bout. On ne peut plus aller plus haut. C'est fini. On parle plus du climat que de la biodiversité parce que ça fait plus longtemps qu'on en parle. Et pourquoi ça fait plus longtemps qu'on en parle? Parce que les problèmes de biodiversité sont plus des problèmes de déclin, c'est-à-dire de diminution d'abondance, c'est-à-dire qu'il y a moins en moins d'individus dans certaines espèces, plus que des problèmes d'extinction pure et simple. Sachant bien sûr qu'au bout du déclin, il peut y avoir une extinction. Ce qui fait qu'on est toujours habitué à voir certaines espèces. On voit toujours des moineaux dans Paris. Mais quand on regarde, il y en a moins. Il y a 60% des moineaux qui ont disparu des rues de Paris ces dernières décennies. Donc il y a beaucoup moins de moineaux, mais comme on en voit toujours et que c'est progressif, on ne s'en rend pas vraiment compte. On voit moins de hérissons écrasés le long des routes. Alors ça ne veut pas dire que les hérissons ont appris à traverser les routes ou que les automobilistes contournent des hérissons, c'est simplement qu'il y a moins de hérissons globalement. Et comme c'est progressif, il faut avoir la mémoire de ce qu'on avait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour se dire, ben oui, finalement il y en a moins. Mais c'est pas évident, c'est pas intuitif. C'est ce qu'on appelle l'amnésie environnementale et fait la comparaison avec notre image dans le miroir. Quand on se réveille le matin et puis qu'on se regarde dans la glace, on a vraiment l'impression d'être pareil que la veille. Puis si on prend une photo un petit peu ancienne, on se rend compte qu'on a changé. Pour l'environnement, c'est un peu pareil, on a cette amnésie, on oublie simplement les choses parce que c'est progressif. Alors pour le climat, on est marqué par des événements extrêmes. On est marqué par la canicule de 2019 à Paris, quand on enregistre 42,6 degrés au parc Montsouris. Moi, je me souviens très bien de cette journée. J'ai l'impression d'être sous un grand sèche-cheveux, tellement il y avait de l'air chaud avec un peu de vent qui m'arrivait sur la tête. C'était vraiment impressionnant. Et donc, on est marqué par ça. On est marqué par des inondations. On est marqué par la tempête de 99. Donc, les événements climatiques extrêmes, on les enregistre bien. La diminution progressive de biodiversité, les déclins de biodiversité, on les perçoit pas. Il y a une emprise sur les territoires. Donc on sait très bien qu'en France, on perd à peu près la surface d'un département qui est artificialisé tous les 7 ou 8 ans. Ça représente la surface d'un terrain de foot toutes les 5 ou 7 ou 8 minutes. Donc on voit que le temps de ce podcast, on a déjà artificialisé un certain nombre de terrains de football en France. Donc ça donne quand même une mesure à la vitesse à laquelle on fait ça. Donc ça, on se dit, on est en train de couvrir le territoire. Mais surtout, on fragmente, c'est-à-dire qu'on fait des infrastructures linéaires, on fait des routes, on fait des voies ferrées, on crée des pavillons de banlieue, on fait aussi des zones commerciales en périphérie des villes ou des villages. Tout ça, ça fragmente. Alors, pour des gros animaux, fragmentation, pour des plantes qui dispersent loin, je pense, on prend l'exemple du pissenlit, hein, les graines sont emportées par le vent, ça n'a pas trop d'incidence. Mais il faut savoir que l'essentiel de la faune, notamment, sont des organismes de très petite taille. Hein. C'est la taille d'une fourmi, c'est la taille d'un petit insecte, d'un petit ver, enfin quelque chose de relativement petit. Quand on fait une route,
la petite bestiole, elle ne peut pas traverser la route. Elle a beaucoup de mal. Donc on fragmente les populations, c'est-à-dire qu'on isole des sous-populations qui n'embarquent avec elles qu'une partie du patrimoine génétique de l'espèce. Et s'il y a un coup de stress, parce qu'il y a une sécheresse, parce qu'il y a de la chaleur, parce qu'il y a un coup de froid, on n'aura peut-être pas dans ce sous-ensemble la diversité génétique suffisante pour lui résister. Donc ce sous-ensemble va s'éteindre. Une crise de la biodiversité, c'est quelque chose qui est global à l'échelle de la planète, c'est pas local. C'est quelque chose qui est relativement rapide à l'échelle géologique, donc ça veut dire entre 500 000 et 1 million d'années, donc là on est en train d'aller beaucoup plus vite sur la crise actuelle. Et puis c'est quelque chose qui va concerner plusieurs groupes biologiques, c'est pas quelque chose qui cible un seul groupe. Donc la disparition des rhinocéros fait partie d'un tout, parce qu'il y a la disparition d'autres choses autour, c'est ça qui est inquiétant. S'il y avait la disparition que des rhinocéros, on ne serait pas dans une crise biologique. Ça serait très triste, parce que je pense qu'en plus, on n'a pas le droit moral, éthique, de priver nos descendants de la présence des rhinocéros sur Terre en le sachant. C'est pas comme si on ne le savait pas. Mais comme on sait qu'on est en train de les éradiquer, on n'a pas le droit éthiquement de s'arroger cette possibilité de faire disparaître des espèces sur Terre. Si vous mangez de l'herbe, bon, vous êtes végétarien, mettons, vous mangez de l'herbe, vous avez un certain impact. Si vous mangez un animal qui lui-même mange de l'herbe, pour fabriquer 1 kilo de cet animal, il faut beaucoup d'herbe. Donc vous mangez à la fois l'herbe qu'il a mangée, plus l'animal qui a mangé cette herbe. Et si vous mangez un carnivore, qui a mangé l'herbivore, bah vous mangez à la fois l'herbe qu'a mangé l'herbivore, vous mangez l'herbivore lui-même, et vous mangez le carnivore. Et à chaque fois, en gros, il y a un facteur 10 à chaque fois qu'on grimpe d'un cran dans la chaîne alimentaire. Dans le monde terrestre, continental, on mange de l'herbe et des herbivores, en gros. Dans le monde marin, on mange des carnivores. Et on mange même des carnivores de niveau 2. Donc chaque fois qu'on va manger 1 kilo de saumon ou d'espadon, en fait, on a mangé beaucoup de choses avant. Hein. Il en a fallu beaucoup avant. On fait beaucoup d'aquaculture maintenant, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de la moitié des poissons qu'on mange qui viennent de fermes aquacoles, mais néanmoins, pour nourrir ces poissons, on va empêcher des plus petits. Alors, donc, de toute façon, on pêche quand même, on nourrit nos poissons d'élevage avec des poissons sauvages. Alors, c'est pas trop un problème, parce qu'on sait à peu près réguler quand même les choses. On a bien vu avec l'expérience du thon rouge en Méditerranée, qui est un top prédateur, le thon, hein. On a vu avec l'expérience du thon rouge, on s'est rendu compte qu'il y avait une disparition des thons rouges en Méditerranée, on a mis en place un moratoire et les thons sont revenus parce qu'on n'a pas dépassé un certain seuil. Donc l'écosystème, il a pu retomber, il était en train d'osciller, de dériver vers un déséquilibre, on a arrêté les choses à temps et il est revenu. Si on n'arrête pas les choses à temps, ça bascule et après on est dans un autre équilibre, là totalement inconnu. Donc il faut simplement le savoir, je ne dis pas qu'il faut se priver de tout. Je dis simplement qu'il faut le savoir, il faut en avoir conscience, et il faut essayer de s'auto-réguler un petit peu mieux par rapport à ce qu'on fait sur la planète. Pour la partie élevage et culture, on a eu des ancêtres qui ont absolument développé de manière incroyable la diversité de ce qu'ils cultivaient, la diversité de ce qu'ils élevaient. Il y avait toutes sortes de races dans l'élevage, il y avait toutes sortes de variants dans ce qu'on cultivait. Et avec le monde industriel qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, où c'est devenu une industrie finalement de l'agriculture au sens large, on a réduit cette diversité. On l'a réduit pour des raisons de rendement. Et en faisant cela, on a fait des monocultures. Et les monocultures sont bien plus fragiles, parce que bien sûr, si un pathogène s'introduit dans une monoculture, comme tous les individus sont identiques ou presque, il va agresser absolument tous les individus. C'est les problèmes de grippe aviaire, c'est les problèmes éventuellement de pathogènes qu'on peut trouver dans des champs. Et ça amène après, en contre-coup, à mettre des intrants, c'est-à-dire des produits chimiques, pour traiter tout ça dans l'agriculture. Donc ça crée d'autres problèmes, etc., etc. Donc on voit bien que cette diversité, c'est une richesse qu'il faut absolument préserver. Dans un seul village mexicain, il y a quelques décennies, il y avait une vingtaine de variétés de maïs. Le maïs mondial, il repose sur 2 variétés. 2 variétés. Et dans un seul village du Mexique, il y en avait une vingtaine de variétés. Donc on voit très bien que si ces 2 variétés sont agressées par des pathogènes, on va être en danger. Le maïs va être en danger. Donc c'est une stupidité que de réduire aussi cette diversité d'élevage et d'agriculture, de culture. Bien sûr, quand on se promène, on est environné de biodiversité. Si on sort des villes, même en ville, il y a de la biodiversité urbaine qui existe, qui est aussi importante. Mais à part quelques espèces très courantes, nos concitoyens ne connaissent plus la biodiversité simplement parce qu'on ne l'apprend plus.
Il y a un problème d'instruction, là, il y a un problème, et je ne parle pas d'éducation, là, je parle vraiment d'instruction, de connaissance de la biodiversité. Il faut venir plus souvent au Muséum national d'histoire naturelle, pour apprendre la biodiversité, mais pas que. Il faut l'apprendre dans les écoles. Il faut que dès l'école primaire, on puisse enseigner aux enfants ce qu'est la biodiversité. Peut-être qu'il faut revoir certains programmes du secondaire aussi, je veux dire. C'est très bien de connaître comment fonctionne le code génétique. C'est formidable, ça a été une avancée formidable de la connaissance. Moi, je suis ravi de savoir comment ça marche. Mais en même temps, si on ne sait pas faire la différence entre un frêne et un érable, je pense qu'il vaut mieux savoir faire la différence entre un frêne et un érable plutôt que de connaître comment fonctionne le code génétique. Ça me paraît plus important dans le monde d'aujourd'hui, finalement. Parce que le frêne et l'érable, on va les voir en sortant. Ils vont faire partie de notre paysage. Et si on ne les connaît pas, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas aimer derrière, on ne peut pas souhaiter protéger. Donc il faut sensibiliser à travers la connaissance, et il n'y a que par la connaissance qu'on peut y arriver. Si vous êtes dans un dîner en ville, on va se mettre dans la bonne société parisienne, un dîner en ville un peu intello, et que vous commencez à dire que, je ne sais pas, Molière a écrit Germinal, les gens vont vous regarder d'un œil un peu bizarre. Non, celui-là ou celle-là, c'est quand même pas terrible. Si, alors que vous êtes en train de manger des huîtres, vous dites ils sont bien ces crustacés, ça paraîtra rien du tout, ou une erreur très anodine, alors que l'erreur est du même ordre. Donc confondre les crustacés et les mollusques, c'est pas grave. Confondre Molière et Zola, c'est grave. Pourtant, pour moi, c'est vraiment du même ordre. Et ça vraiment, c'est le signe comme quoi la culture naturaliste ne fait pas partie des exigibles de la culture. On considère que ce n'est pas vraiment de la culture, c'est un petit amusement, c'est un lobby, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu à côté, mais ça ne fait pas partie des fondamentaux. Et moi, j'aimerais que ça redevienne dans les fondamentaux. Je trouve qu'en quelques années, mais vraiment en très peu d'années, il y a une prise de conscience qui s'est faite jour. Je vois très très souvent maintenant, et je crois que je l'ai encore entendu ce matin à la radio ou hier à la radio, un homme politique qui intervenait pour parler du changement climatique et de la biodiversité. Il rajoute maintenant et de la biodiversité. Et donc c'est en train de monter dans les cerveaux. La prise de conscience est en train de se faire, qu'il n'y a pas que le changement climatique, il y a aussi la crise de la biodiversité, et que les deux sont liés d'ailleurs. Je veux dire, il y a des liens entre les deux. Il ne faut pas hiérarchiser les choses, hiérarchiser les problèmes. Il faut traiter les deux problèmes. Je pense. Mais la prise de conscience, pour moi, elle est en train de se faire de manière assez spectaculaire d'ailleurs. De manière très spectaculaire. Peut-être parce qu'on a dépassé un certain seuil, qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a des choses, ça ne va pas, quoi. Il faut qu'on réagisse. Un jean qu'on achète, il a parcouru 50 000 km. 50 000 km. Parce que le coton a été mis à faire un endroit, tissé à un autre, teint à un troisième, on a mis les rivets à un quatrième, on le ramène au premier endroit ou au deuxième endroit, et après on le réexpédie en Europe pour être vendu dans une boutique. Donc on est complètement dans l'absurde. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter ce genre d'absurdité. Je donne l'autre exemple de l'air des Alpes qu'on met en bouteille sous pression. Il y a une compagnie suisse qui a fait ça. Mettre de l'air des Alpes dans une bouteille pour que les Asiatiques puissent respirer de l'air des Alpes en appuyant sur un bouton. Il y a 9 litres dans la bouteille. J'ai regardé, je me suis renseigné, je suis allé sur leur site, j'ai regardé combien ça coûtait. 9 litres dans la bouteille, même si on respire assez peu, puisqu'on a une capacité pulmonaire qui fait 4 ou 5 litres, et on respire en gros 3 litres par inspiration. Même si on respire un tout petit peu qu'1 litre par inspiration, ça ne fait jamais que 9 inspirations. Et on a mis de l'air des Alpes dans une bouteille qu'on a expédiée de Suisse en Asie. Non, mais franchement, où va-t-on? Alors, certes, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, en gros. C'est pas interdit de le faire. Mais soyons un peu raisonnables. Arrêtons de faire du commerce avec des trucs aussi idiots que de mettre de l'air des Alpes en bouteille.